Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'état, renverse le pouvoir, devient empereur à la date symbolique du sacre de son oncle et de la bataille d'Austerlitz. Et bim, Marx, il en a une analyse très pertinente, très intéressante, qui sera reprise par les marxistes d'après-guerre pour analyser le fascisme. Justement, Marx, dès les premiers mots de son ouvrage, le 18 Brumaire, donc de Louis-Napoléon Bonaparte, il fait le lien entre Napoléon Ier et Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Il dit que tous les grands événements et les personnages se répètent, la première fois comme une tragédie, Napoléon Ier, et la seconde fois comme une farce, Napoléon III. Le contexte, c'est qu'en 1848, en France, la gauche, elle est très puissante. Déjà parce qu'elle a réussi à imposer le suffrage universel masculin, donc c'est-à-dire le pouvoir au peuple, normalement, la démocratie. Et en plus, pendant le temps février 48, juin 48, il y a ce qu'on appelle les ateliers nationaux qui sont créés. Qu'est-ce que c'est les ateliers nationaux? En fait, c'est très important parce que c'est des camps de travail où on met les chômeurs français, donc des camps qui sont institués par l'État et où l'État paye les chômeurs pour travailler. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est une révolution idéologique. C'est donner du travail aux chômeurs et en fait s'occuper de la condition des masses, de l'emploi, etc. C'est vraiment l'État social, l'État-providence qui commence. Et donc là, les bourgeois, ils sont pas contents du tout. Parce que ça joue contre eux, en fait, les ateliers nationaux. Vous voyez, c'est la pente vers le socialisme, tout ça, c'est horrible. Et donc à ce moment-là, en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu par le peuple, surtout la paysannerie et la bourgeoisie, qui a su mobiliser justement les paysans. Pour l'instant, ça va. Mais il y a des pressions de gauche, etc. Louis-Napoléon Bonaparte, il s'en sort pas très bien. Et la bourgeoisie va accepter, va le laisser faire son coup d'État, qui le porte au titre d'empereur, c'est-à-dire qu'il va gouverner seul. Donc entre 1848 et 1851, on est en République. Il y a une assemblée, c'est pas très important, il y a quand même Louis-Napoléon qui est président, et la bourgeoisie, elle a encore un rôle, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée, et en fait, elle va déléguer son pouvoir, elle va laisser Louis-Napoléon Bonaparte prendre le pouvoir tout seul. Et à partir de ce moment-là, c'est le bonapartisme. Marx, il décrit le bonapartisme, en gros, comme le pouvoir personnel autoritaire qui repose sur l'armée et la bureaucratie et qui cherche à être par-delà les classes ou transclasses, c'est-à-dire d'effacer la lutte des classes. Et là, on peut faire le lien donc avec ce qu'a été l'après-Révolution française au moment où Napoléon Ier prend le pouvoir. C'est à peu près le même schéma qui se passe en fait, parce que le directoire qui est un pouvoir bourgeois, un peu comme la Seconde République donc, est dans la mouise, tout ça, ça se passe mal, il y a les royalistes, les jacobins, et donc il délègue son pouvoir à Napoléon Ier. Sous la Révolution française, c'était le même schéma, selon Marx, qui s'est répété en 1848-51. Et pour les bourgeois, ça veut dire quoi d'avoir un empereur, le bonapartiste? Ça veut dire qu'ils préservent leurs intérêts économiques. Parce que les bourgeois, selon la théorie marxiste, c'est ceux qui ont les moyens de production, qui détiennent les moyens de production, c'est-à-dire les usines, les béquets qui tiennent les plantations. Et donc, Napoléon Ier, à son époque, il avait répondu à ce besoin de la bourgeoisie donc par le Code civil qui instaure vraiment le règne de la propriété privée. Dorénavant, c'est fini, les communs, le collectif, tout ça. Propriété privée, parfaite pour les bourgeois industriels. Marx, il en conclut plusieurs choses de cette analyse du 18 Brumaire. D'abord, il pose le problème du remplacement de l'État bourgeois, qu'il soit démocratique ou bonapartiste fasciste, vers l'État ouvrier. Donc ça, il l'expose en fait. Par État ouvrier, j'entends dictature du prolétariat. Deuxième truc, c'est important, c'est que justement la paysannerie ne permettra pas d'accéder à cette dictature du prolétariat. Seuls les ouvriers ont un pouvoir révolutionnaire. Parce que la paysannerie s'est alliée à la bourgeoisie ou a réussi à être captée par la bourgeoisie. Troisième chose, c'est qu'il analyse le coup d'État de Napoléon comme une seule résultante en fait de la lutte des classes et au profit de la bourgeoisie donc, parce que la bourgeoisie était en danger sur la période 48-51, mais elle a laissé faire un coup d'État et elle garde le pouvoir, du moins économique, qui est le plus important en fait. Le plus important, c'est la possession chez Marx. C'est ça qui détermine le politique, c'est le matérialisme historique. C'est écrit là-dedans, l'histoire de toute société, ça ne commence qu'avec la lutte des classes, et toute l'histoire, c'est la lutte des classes. Okay. Quatrième chose, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, c'est que le pantin d'intérêt bourgeois, donc, et qu'en soi, il a aucun... ça sert à rien de l'héroïser ou d'en faire une figure particulière, c'est une marionnette. J'aimerais en profiter pour tacler Victor Hugo, qui avait lui écrit Napoléon le Petit, fameux livre, qui fait de lui une starlette, et c'est injustifié, complètement surcoté ce mec et ce livre par la même occasion. Parce qu'en gros, dans ce livre-là, il n'a pas d'analyse. C'est mauvais! Hugo, il dit juste que, oui voilà, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un mec méchant, qui lui a menti, tout ça, parce que Hugo, au début, il croyait en lui. Il a même dîné à l'Élysée, tout ça. Et il se l'est fait mettre à l'envers, on peut le dire comme ça. Et voilà, après, il a la haine, tout ça. C'est un livre qui sert à rien. Alors, c'est zéro! Voilà, de toute façon, Victor Hugo, c'est... surcoté. Le coup d'état de Proudhon, qui est une autre analyse de ce coup d'état là, c'est pareil, c'est chiant. Enfin, j'en parle même pas à ça. Mais donc, à partir de là,
à partir de cette analyse du bonapartisme, les historiens marxistes-léninistes de l'Est ou même en France, parce qu'il y a quand même pas mal de communistes en France, vont faire l'analyse du fascisme à partir de tout le bagage que je viens de vous dire. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle intéressant entre la situation que je vous ai exposée et la situation pré-mussolinienne ou pré-Allemagne, voilà. Parce que justement, après la crise de 29 et la Grande Dépression, il y a plein d'alternatives de gauche qui pullulent dans le monde. Le Front Populaire, l'ancien Front Populaire, et même les communistes, etc. Le Front Populaire, ça va jusqu'en Amérique latine, hein. C'est pour vous dire. Et justement, le petit moustachu, il est élu. Il prend le pouvoir, d'abord démocratiquement, en tout cas, en Allemagne. Et la bourgeoisie l'espère, elle lui délègue son pouvoir. C'est pas du totalitarisme, parce que le totalitarisme, ça n'existe pas, mais c'est un autoritarisme très fort. Donc la bourgeoisie n'a en soi plus de pouvoir. Et voilà, donc c'est le fascisme, plus de liberté, fonder toute la politique sur l'inégalité, etc., etc. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur l'extrême droite, donc allez voir. De toute façon, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, fascisme, extrême droite. Et donc, la bourgeoisie préserve ses intérêts industriels sous le moustachu, c'est connu. Et c'est un peu pareil que ce qui s'est passé en France, parce qu'en France, il y a le Front Populaire. Donc les bourgeois ont peur. Même Marc Bloch, il le dit dans l'étrange défaite. La bourgeoisie a joué un très très mauvais rôle au moment de la défaite de 40. Inconsciemment ou non, elle aurait bien voulu justement qu'un bon dictateur remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'il y a la menace communiste, socialiste, etc. Bon, bien sûr, l'analyse de Bloch, elle est plus fine que ça, et elle va plus loin que ça, mais c'en est une des parties qu'il ne faut pas minimiser, hein. D'ailleurs, ça nous apprend quelque chose sur le fascisme, c'est qu'il arrive jamais au pouvoir seul, qu'on lui délègue toujours le pouvoir, qu'il est au départ, démocratiquement, on lui donne, sur un plateau, et après, bon, il le pervertit. Et justement, après le petit moustachu, toute l'historiographie de l'Est, et particulièrement de l'Allemagne de l'Est, a repris cette théorie de Marx sur Louis-Napoléon Bonaparte pour l'appliquer voilà, aux petits dictateurs et même à Mussolini, à Benito. Yann Kershaw, qui a justement fait une biographie du petit naze, en parle très bien dans sa préface. Et il nous dit quoi? Il nous dit que du coup, les marxistes-léninistes, ils amplifient vachement le rôle des bourgeois et que du coup, ils considèrent que puisque la bourgeoisie délègue son pouvoir, elle va quand même contrôler le dictateur comme un pantin. C'est ce que je vous disais plus tôt sur Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, ils vont commencer à dire, ces historiens-là, que en fait, le petit moustachu, bon, il n'est pas très important, et donc ils vont manquer de l'analyser, ils vont manquer d'analyser sa vie, ses idées, tout un système autour de lui, un vrai système naze qui a existé, qui s'est développé. Il y a plein d'autres gens, tous les nazes, tout ça. Les analyses sur le contexte allemand, sur la République de Weimar, la faillite de la République de Weimar, l'après-première guerre mondiale, tout ça, l'antisémitisme, tout ça c'est occulté parce qu'il se focalise sur le fait que la bourgeoisie a délégué son pouvoir. Okay, donc il y a une faute technique de la part de cette historiographie. En fait, l'analyse de Marx est intéressante, mais elle n'est pas complète. Qui plus est, les marxistes se sont spécialisés pour confondre fascisme et bonapartisme, alors qu'il y a des différences évidentes, c'est clair, même Michel Vinocq il dit, ok. Ou limite, quand ils essaient de raffiner la théorie, de toute façon c'est juste des querelles de chapelle entre trotskistes et gramsciens, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fiche. Tout ça, ça ne fait que traduire la complétude de la théorie marxiste. Voilà, c'est tout. Bisous les zouzoupettes,